4, 3, 2, 1. Le test statique du booster 9 avec le système de déluge d'eau de SpaceX a évité la fameuse tornade rocheuse. Et après les tests sur le booster 9 et le système de déluge d'eau, eh bien le programme Starship de SpaceX est entré dans une phase de test critique. Et pour ceux qui commencent à suivre le spatial, eh bien la compagnie SpaceX d'Elon Musk travaille sur la conception d'un vaisseau Starship et de son booster Super Heavy qu'il transportera dans l'espace. Et jusqu'à maintenant, il y a eu un tir qui n'a pas atteint l'espace, mais qui était vraiment très spectaculaire. La réutilisation rapide est la clé pour que le système Starship fonctionne pour bien des projets du futur, dont les satellites Starlink version 2, les missions lunaires Artemis et les missions vers Mars. Et aujourd'hui, c'est mon retour de vacances et je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour parler du présent, bien sûr, du passé. Oui, cette semaine, on va parler des 18 astronautes qui ont perdu la vie lors des missions spatiales et du futur. Et vous allez voir, il y a quelques différences dans mes chapitres. Oui, les nouvelles comme toujours, on a Cosmos, l'aviation et fascination. Bref, mon imagination est sans fin. Alors, bienvenue dans votre Spatial Show. Excuse, c'est l'actualité Spatial Show. C'est ce que je disais, sans fin. All engine running. Let's go. Autopilot activated. Mes amis, le programme Starship entre aujourd'hui dans une phase de test critique parce qu'ils ont effectué le premier test du booster 9 avec le système de déluge d'eau. Et tout d'abord, dernièrement, il y a eu le test de déluge d'eau du Spin Prime, suivi du test de feu statique d'aujourd'hui. Puis c'est encore une fois vraiment spectaculaire. Regardez ça! 5, 4, 3, 2, 1. Le booster 9 a été soulevé sur le support de lancement orbital le OLM le jeudi 20 juillet. Puis je peux vous dire qu'une grande quantité de travail a été effectuée depuis un mois. Le dimanche 23 juillet, c'est le booster 9 qui a été rempli d'oxygène liquide et d'azote liquide dans le réservoir de méthane afin d'effectuer un test de chargement de propulseur. Et les deux réservoirs ont atteint leur pleine capacité lorsqu'un booster a été testé sur l'OLM pour la première fois depuis le premier vol du Starship le 20 avril. On veut le revoir. C'est sérieux ça? We are counting down. So at this point, we should be, I believe, approximately 30 seconds away, or 10 seconds. Le système de déluge d'eau qui a été installé sous l'OLM avait été testé à pression partielle plus tôt dans le mois, mais avait besoin d'un test de pression complète. Puis le test de déluge à pleine pression du 28 juillet, lui, a été un franc succès. Oui, avec de gros jets d'eau sortant des plaques d'acier sous l'OLM. Et le flux d'eau a duré de 8 à 10 secondes et a été suivi d'une forte libération de pression du parc de réservoir d'eau de déluge derrière la tour de lancement. Puis les trous intérieurs sont disposés en forme d'hexagone. Et tandis que les trous extérieurs, eux, correspondent aux emplacements des 20 moteurs extérieur du booster. Et du côté du booster, comme vous le savez probablement déjà, il y a eu l'ajout d'un anneau pour simplifier la procédure de séparation pendant le vol. Et je peux vous le dire, c'est clairement une très bonne idée. Et du côté de la rampe de lancement, avec la fameuse pomme de douche à l'envers, comme l'a décrit Elon Musk, eh bien, SpaceX a évité aujourd'hui une tornade rocheuse sans le bénéfice d'une tranchée de flammes. Et aujourd'hui, malgré qu'il va y avoir encore probablement des modifications, eh bien, c'est un pas de plus vers le deuxième lancement du Starship Super Heavy, cette merveille de technologie. Et les données seront étroitement étudiées dans les prochains jours et nous aurons des nouvelles sur la suite très bientôt. Mais d'une manière ou d'une autre, je vous l'avais dit, le futur, ça commence maintenant. Hey, n'oubliez pas de vous abonner et d'ouvrir la petite cloche de notification parce que je vais vous en donner des nouvelles. Oh que oui!
Il y a un mois déjà que Euclid, le nouvel observatoire de l'ESA, qui est consacré à l'étude de la matière noire et de l'énergie noire, a été lancé par SpaceX. Et il est maintenant au point de Lagrange L2 en compagnie de d'autres télescopes célèbres. Puis quand on dit célèbres, il y a Gaia, puis il y a James Webb aussi. Les équipes sont en train de vérifier ces instruments qui semblent bien fonctionner. Pourquoi tu hésites, le smart? Ben parce que quand t'envoies un télescope avec une fusée dans l'espace, ben ça se peut qu'il y ait des imprévus, c'est normal, ça vibre. Et d'ailleurs, lorsque l'instrument Visible ou VIS a été mis en route pour la première fois, ben les observateurs sont tombés sur un éclat qui contaminait entièrement les images. Il s'agissait de la lumière solaire qui s'infiltrait entre deux pièces qui auraient probablement été séparées lors du lancement par les vibrations. Mais en choisissant l'orientation de l'appareil, le VIS est capable de capturer des images parfaitement claires et exploitables. Puis même au début de la phase de calibration, on discerne déjà les contours de galaxies. Et l'autre instrument d'Euclid s'appelle le Near-Infrared spectromètre, un photometteur ou NISP. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Non. Il observe des galaxies dans l'infrarouge, un peu comme James Webb, oui, mais à des longueurs d'onde différentes avec un angle de prise de vue bien plus large. Et l'instrument se charge également de la photométrie. Puis ça consiste à mesurer la quantité de lumière qui provient des différents corps célestes pour en déterminer la distance. Et en combinant ces informations avec celles du VIS, ben, il sera possible de cartographier les galaxies à travers l'univers, mais aussi leur évolution au cours du temps pour en déduire des informations sur l'influence de la matière noire. Et le système entièrement calibré pourra en observer des milliards pour créer la plus grande carte 3D du ciel à ce jour. Puis ça, et c'est pas rien, on a hâte de la voir. Et grâce à ces informations, les scientifiques pourront tenter de déterminer de quoi est fait notre univers puis comment il fonctionne. Et n'oubliez pas que l'objectif prioritaire d'Euclid, c'est de percer les secrets de l'énergie noire puis de la matière noire, qui constitue la face cachée de notre monde. Et le terme énergie noire est d'ailleurs utilisé pour justifier l'accélération de l'expansion de l'univers. Et la matière noire, à l'inverse, permet d'expliquer la structure, la dynamique puis la répartition des galaxies à travers le cosmos. Et parfois décrite comme la colle invisible qui maintient l'univers en place. Et aucune de ces deux entités n'a jamais pu être observée ou mesurée directement. Puis en gros, elles ont été imaginées pour combler le manque de connaissances. Oui, mes amis, même les plus grands scientifiques ne savent pas de quoi elle est constituée. Ils savent pas. Puis ils ne savent pas non plus s'il s'agit de phénomènes isolés ou de la résultante d'un tas d'autres interactions complexes. Nous ne sommes qu'au début de cet océan cosmique. Et Euclid est arrivé à Lagrange L2 pour percer le secret. Mais que veut dire Lagrange L2? Savez-vous c'est où? Ben, les points de Lagrange sont des positions dans l'espace où les forces gravitationnelles d'un système à deux corps, comme notre Soleil puis la Terre, produisent des régions d'attraction puis de répulsion utilisées par les engins spatiaux pour réduire la consommation de carburant pour rester en position. Et en gros, il existe 5 points où une petite masse peut orbiter avec des masses plus grosses. Sur les 5 points de Lagrange, nommés en l'honneur du mathématicien franco-italien Joseph-Louis Lagrange, 3 sont instables. On parle de L1, L2 et L3, puis 2 sont stables, L4 et L5. Et le point L1 offre une vue ininterrompue du Soleil. Et le point L2 où Euclid, Webb et Gaia se situent, il est idéal parce qu'un vaisseau spatial est suffisamment proche pour communiquer facilement avec la Terre. Il peut garder le Soleil, la Terre et la Lune derrière le vaisseau spatial pour l'énergie solaire et fournit une vue claire de l'espace profond pour nos télescopes. L3 et L4, eux? Ils sont instables. Oui, sur une échelle de temps d'environ 23 jours, ce qui oblige les satellites en orbite autour de ces positions à subir des corrections régulières de cap et d'altitude. Et le point L3, il sert à rien parce qu'il est caché derrière le Soleil. Bref, d'ici quelques semaines, la calibration sera complétée et Euclid pourra commencer à produire ses premières vraies images. Celles qui permettront enfin aux chercheurs de percer les secrets de cet univers noir et mystérieux. C'est comme ça. Galaxie ETC! Comment ça ici? Une galaxie, c'est des milliards d'étoiles et de planètes, c'est trop gros. Vous les humains, mais quand saurez-vous que la taille ne compte pas? Aujourd'hui, dans ma chronique Histoire spatiale, quelqu'un est-il déjà mort dans l'espace? C'est drôle cette question, mais non, pas dans l'espace. C'est pas au-dessus de la ligne de Kármán, l'espace officiel de 100 km. Mais dans l'atmosphère terrestre, oui, malheureusement. Au total, 18 personnes ont perdu la vie dans le cadre d'une mission spatiale ou lors d'une préparation de mission spatiale dans 4 incidents distincts. Et compte tenu des risques liés aux vols spatiaux, ce nombre est étonnamment faible. Les 2 pires catastrophes ont toutes 2 impliqué la navette spatiale de la NASA. Le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger a explosé 73 secondes après le décollage en raison d'une défaillance d'un anneau d'étanchéité qui a permis au gaz chaud des propulseurs utilisés pour soulever l'engin dans les 2 premières minutes de vol de heurter l'énorme
énorme réservoir principal contenant du carburant hydrogène-oxygène. Et les 7 membres d'équipage sont morts, dont Christina McAuliffe, une enseignante du New Hampshire sélectionnée dans le cadre d'un programme spécial de la NASA pour amener des civils dans l'espace. Puis la catastrophe du Challenger reste peut-être la plus notoire de l'histoire des vols spatiaux en raison du nombre de personnes, dont beaucoup d'écoliers qui l'ont vu en direct à la télévision, imaginez. Et en 2003, 7 autres astronautes sont morts lorsque la navette Columbia s'est brisée lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre. Un morceau de mousse isolante s'était détaché lors du lancement, endommageant le devant d'une aile et scellant le sort de la mission presque avant qu'elle ne commence. Et un rapport ultérieur a vivement critiqué la NASA pour avoir permis à l'incident de se produire puis ne pas être intervenu pendant la mission. Et les 4 autres victimes de vols spatiaux étaient tous des cosmonautes de l'Union soviétique. Oui, le premier était Vladimir Komarov le 24 avril 1967, et lorsque le parachute de la capsule d'atterrissage de sa mission Soyouz 1 ne s'est pas ouvert. Il s'agissait du premier vol en équipage du vaisseau spatial Soyouz qui est encore utilisé pour envoyer des personnes vers la Station spatiale internationale, imaginez. En 1971, les 3 membres de l'équipage de la mission Soyouz 11 sont morts lorsque leur capsule s'est dépressurisée avant de rentrer sur le chemin du retour du tout premier séjour de l'humanité sur une station spatiale, Salyut 1. 13 autres astronautes et cosmonautes sont morts lors d'entraînements et d'essais pour des vols spatiaux. L'incident le plus notoire fut un incendie sur la rampe de lancement de la mission Apollo 1 en janvier 1967. Et les 3 victimes furent Roger Chaffee, Gus Grissom, qui avait été le 2e Américain dans l'espace, et Ed White, qui en 1965 était devenu le premier Américain à marcher dans l'espace. Le programme Apollo pour atteindre la Lune a failli être annulé à la suite de la catastrophe. Les vols avec équipage avaient d'ailleurs été suspendus pendant 20 mois. 20 mois. Hey, c'est long! 20 mois! Et nous sommes rendus dans ma nouvelle section aviation. Ben oui, pilote d'avion, c'est mon métier. J'ai été technicien entretien d'aéronefs également longtemps, donc je partage avec vous à chaque semaine un peu de ma passion. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Puis ici, on parle de tout ce qui peut arriver en dessous de la ligne officielle de l'espace. Le 100 km officiel, la ligne de Kármán. Et je commence avec cette vidéo de 1926 d'une femme extrêmement courageuse qui saute d'un avion à l'autre pour effectuer le remplacement d'une roue qui avait tombé. Mais heureusement, ça arrive moins souvent, mais aujourd'hui, on va découvrir ce qu'est un pneu d'avion, un avion de ligne. Les pneus d'avion sont vraiment très importants, puis dans notre compagnie, eh bien, nous avons des Boeing 737, des Dash 8, puis d'autres modèles d'avions qui atterrissent sur des pistes dans le gravier. Et c'est bien évident qu'ils vont s'user beaucoup plus rapidement, c'est du gravier. Mais un Dash 8, par exemple, effectue en moyenne 7 atterrissages par jour. C'est bien évident qu'il devra être remplacé plus rapidement. Mais aujourd'hui, parlons d'un avion de ligne commercial, comme vous prenez lors de vos voyages. Parce que je suis pas certain que vous allez vous payer un billet d'avion pour aller au Nunavik demain matin. Mais c'est beau, les aurores boréales. Oui, mais ça coûte très cher d'aller au nord du Québec. Alors parlons d'un Boeing 777. Air Canada ou Air France en ont, donc vous allez mieux le comprendre. Chacun des 12 pneus du train d'atterrissage d'un Boeing 777 fait plus de 1,3 mètres de diamètre et pèse 120 kg. Et chaque pneu est unique et étroitement suivi par la maintenance. Puis en moyenne, un pneu de roue principal fait de 300 à 450 atterrissages et un pneu de roue avant de 200 à 350. C'est normal parce que la roue avant d'un avion, elle va s'user plus rapidement à cause des manœuvres au sol. Et selon le niveau d'usure, certains pneus effectueront jusqu'à 600 atterrissages, puis d'autres seront remplacés après seulement 50. Et les pneus sont habituellement loués à Goodyear, à Michelin, puis à Bridgestone, qui en font un suivi minutieux par numéro de série. Puis à la différence des pneus d'auto, eh bien ceux des avions ont plusieurs longues rainures qui permettent de rouler à des vitesses élevées. Un peu comme la Formule 1, puis ça l'aide à canaliser et évacuer l'eau vers l'arrière. Et si vous vous posez la question, quoique j'haïrais pas ça là, dans le nord du Québec, mais il n'existe pas de pneus d'hiver pour les avions. Mais non. Et puisque chaque pneu laisse systématiquement sa marque à l'atterrissage, on peut apercevoir par le hublot une concentration de traces noires aux extrémités des pistes. Puis l'entretien de pistes vise entre autres à retirer ces restes de caoutchouc. Et les pneus d'avion sont gonflés à l'azote plutôt qu'à l'air, qui contient de la vapeur d'eau qui gèle à moins 57 degrés Celsius. Ça, c'est la température aux altitudes de croisière. Et l'azote ne se liquéfie qu'à moins 173 degrés Celsius, puis il contient pratiquement aucune humidité. Et puis les pneus sont soumis à une force extrême à l'atterrissage, puis ça peut chauffer rapidement. Et l'azote, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas combustible.
Et l'azote étant un gaz inerte, il prolonge la durée de vie des pneus. Puis à la différence de l'oxygène, il ne corrode pas le métal des roues puis il ne réagit pas non plus avec le caoutchouc. La pression optimale de la majorité des pneus du Boeing 787, c'est 230 PSI ou livres par pouce carré, soit environ 15,9 bars. Et n'oubliez pas qu'elle est d'environ 2 bars pour un auto. Les pneus d'un appareil longuement immobilisé au froid mettent parfois du temps à s'assouplir. On appelle ça des pneus carrés, d'où un roulage plus chaotique. Et si vous allez prendre des photos des atterrissages d'avion, vous allez avoir des émanations de caoutchouc mêlées au gaz d'échappement. Ce parfum distinct est un des plaisirs de l'observation d'aéronefs. Et ça vaut vraiment la peine à porter vos appareils photo. Ou vos enfants. Oui, ou vos enfants. Ben oui, pourquoi pas. Absolument, ils vont adorer. Et nous sommes rendus à ma nouvelle section Cosmos. Ben oui, c'est intéressant des lancements de fusées et spatiales, mais est-ce que vous connaissez vraiment votre univers? Eh bien, chaque semaine, je réponds à une question Cosmos et cette semaine, quelle est la limite de notre système solaire? Seuls 2 de nos vaisseaux spatiaux se sont aventurés à travers notre vaste océan interstellaire. Eh bien, il y a eu Voyager 1 et Voyager 2 de la NASA, puis leur voyage a débuté en 1977, puis depuis, elles s'éloignent à une vitesse d'environ 65 000 km/h. Elle nous a offert plusieurs trésors. Il y a eu entre autres l'image de la grande tache rouge de Jupiter, le premier volcan actif sur Io, ça c'est une lune de Jupiter, puis un océan en dessous de la surface gelée de la lune Europe, qui possède 2 fois plus d'eau que toutes les réserves terrestres, imaginez. Et les sondes ont traversé les anneaux de Saturne composés de boules de neige qui tournent en orbite. Puis sur Titan, une des lunes de Saturne, Voyager a détecté une atmosphère 4 fois plus dense que la nôtre, parce qu'il y a des lacs d'hydrocarbures à sa surface. Voyager 2 nous a fourni le premier portrait de la planète la plus éloignée du Soleil, Neptune, où rugissent des vents à 1600 km/h. Il y a eu également des geysers d'azote sur Triton qui s'élèvent à 8 km d'altitude. Bref, 35 ans après son lancement, Voyager 1 a été la première sonde à pénétrer dans l'inconnu. Rien que ça. Mais le Soleil émet en permanence dans toutes les directions des particules chargées qui se déplacent à 1,6 million de km/h. Et ces vents solaires créent une sorte de grande bulle magnétique qu'on appelle l'héliosphère, qui s'étend au-delà des planètes externes. Puis les particules de l'héliosphère sont en lutte constante avec celles de l'espace interstellaire. Et il existe une frontière où l'une finit et l'autre commence. Et Voyager 1 signala à la Terre qu'elle était bombardée par des particules de rayons cosmiques. Puis avant ça, personne ne savait où commençait l'océan interstellaire. L'héliosphère nous protège de la plupart des rayons cosmiques mortels. Et lorsqu'une tempête solaire fait rage, cette zone de protection s'élargit. Puis quand la météo solaire est calme, elle est rétrécie. Puis lorsqu'une étoile devient une supernova, puis une supernova, entre parenthèses, c'est une implosion d'étoiles en fin de vie qui finit par... Bref, lorsque survient une supernova, dans notre voisinage galactique, les débris de l'étoile pulvérisée repoussent l'héliosphère vers le Soleil. Puis s'ils sont assez puissants pour la faire reculer jusqu'à l'orbite de la Terre, notre planète reçoit alors une pluie radioactive de débris de supernova. Mais heureusement, ça se produit pas très souvent parce que le dernier événement majeur se serait produit il y a environ 2 millions d'années. Comment tu fais pour le savoir, le SMAT? C'est que l'étoile mourante a laissé sa trace sous les océans, dans les petites roches appelées nodules polymétalliques. Je n'irai pas dans les détails, mais dans la roche, on est capable de savoir s'il y a eu justement des événements de supernova. Et l'océan interstellaire est aussi sombre que profond. Puis vu d'ici, le Soleil n'est que l'étoile la plus brillante dans le ciel. Pourtant, les sondes Voyager maintiennent des communications avec le JPL de la NASA malgré des heures-lumière qui les séparent. Et aucun objet ne s'est jamais aventuré aussi loin de la Terre. Puis même lorsque les sondes auront perdu le contact avec la Terre, ils continueront à voyager avec nos informations gravées à travers le disque d'or, le fameux Golden Record. Et ce disque que j'ai derrière moi peut durer des milliards d'années, puis il y a plein d'informations. Et dans 40 000 ans, Voyager 1 sera à seulement 1,6 années-lumière de Gliese 445, ça c'est une naine rouge. Peut-être existe-t-il là-bas une civilisation extraterrestre capable de détecter et de récupérer des bouteilles à la mer interstellaire, pourquoi pas? Envoyer des versions vivantes de jeux vidéo pour nous attaquer. Pac-Man, c'est un méchant alors?
Et nous sommes rendus à ma nouvelle section Fascination X. Si ça me fascine, ça vous fascine. Et le X a dû être retiré sur la bâtisse de Twitter, des plaintes de citoyens. Et je comprends pas pourquoi. Oui, on se calme, Elon. Oh, tu t'arrêtes jamais. Et regardez comme cette formation de l'équipe acrobatique des Blue Angels est serrée. Je les adore, les Blue Angels. Wow, ils n'ont pas le droit à l'erreur, par contre. Et nous le savons déjà, la planète se réchauffe dangereusement. Parfois, c'est difficile à visualiser. Alors voici cette animation qui nous permet de prendre conscience à quel point nos océans se sont élevés entre 1993 et 2022. Et ça, c'est pas très rassurant, disons. Et voici le plus grand trou de drainage au monde qui s'appelle le Morning Glory Spillway. Il vide l'eau du barrage de Monticello dans le lac Berry, ça en Californie. Et tout ça pour éviter les inondations. C'est pas mal impressionnant, mais il faudrait pas tomber dedans. Et voici le tweet que j'attendais avec impatience d'Elon Musk. Achèteriez-vous une Tesla Flying Car tout électrique en 2050? C'est une question... moi, oui. Un morceau de fusée a été retrouvé sur une plage et selon les conclusions, l'objet situé sur une plage près de Julian Bay en Australie occidentale serait des débris d'un 3e étage épuisé d'un véhicule de lancement de satellite polaire, le PSLV, opéré par ISRO. Et voici une image passionnante du Starship Flight S2. Et c'est pour très bientôt, mes amis, on a hâte. Voici l'ultime photo prise du Concorde volant en Mach 2, soit une vitesse maximale de 2179 km/h. Puis pour réaliser cette photo du Concorde qui se dirigeait vers New York au-dessus de la mer d'Irlande, il y a un chasseur Tornado de la Royal Air Force britannique qui a demandé au pilote du Concorde de ralentir sa vitesse pendant 4 minutes. Mais même à cette vitesse, l'avion allait trop vite. Et le pilote n'a eu le temps de prendre que 2 photos, dont celle-ci en 1985. Et voici une montée sans restriction du F-22 Raptor avec post-combustion complète. Vraiment très impressionnant. Maintenant, revenons dans le cosmos avec les sondes Voyager. Il y a une série de commandes qui a fait pointer par inadvertance l'antenne de Voyager 2 dans la mauvaise direction. Puis les communications avec la sonde, il serait possiblement impossible, jusqu'à la mi-octobre minimum. Mais ça, c'était les nouvelles de la dernière semaine parce que maintenant, tout est revenu dans l'ordre. Oui, les signaux sont de retour. Voyager, on en parlait dans Cosmos. Oui, les 2 sondes vivent encore. Mais que faut-il pour lancer une fusée depuis la planète Mars? Eh bien, c'est simple, c'est le Mars Ascent, véhicule qui effectue présentement des tests. Puis pour ceux qui ne le connaissent pas, ça pourrait être la première fusée jamais lancée depuis la surface d'une autre planète dans le cadre du programme Mars Sample Return. Et ça, c'est un dossier à suivre dans le futur. C'est un oiseau? Non. Un avion, peut-être? Non, non, c'est une superlune. Une superlune se produit lorsqu'une pleine lune se produit près du point le plus proche de la Lune par rapport à la Terre sur son orbite mensuelle. Et le mois d'août est magnifique. N'oubliez pas d'observer le ciel. C'est de toute beauté, mes amis. Ici, je vous transporte sur l'île de Terre-Neuve au Canada, oui, où les gens ont vu un iceberg colossal s'approcher du continent. Une petite histoire du docteur Moody Jacobs qui montre une échymose géante sur le côté de la hanche de sa patiente qui s'appelait Anne Hodge. Oui, et cette patiente a été heurtée par rien d'autre qu'une météorite en 1954 en Alabama. Et elle est à ce jour la seule personne confirmée dans l'histoire à avoir été frappée justement par une météorite. Et elle s'est jamais remise de l'incident puis de la frénésie médiatique qui a suivi. Et en 1972, Anne est décédée d'une insuffisance rénale à 52 ans. Et voici une photo magnifique de Saturne prise depuis un télescope. L'avez-vous déjà vu à travers un télescope, la planète Saturne? Moi, oui, je peux vous le dire, et ça a changé ma vie si vous avez une chance. Observez-la à travers un télescope, c'est tellement beau. Wow! Et je termine, mes amis, avec cette vidéo. C'est un big noise, it's coming. Look! There we go. That was what looks to be a spin prime test of a lot of engines on Booster 9. C'était pas censé être impossible.
Et ça complète votre spatial chaud de la semaine. Hey, merci d'être ici à chaque semaine. Si vous saviez à quel point vous êtes précieux. N'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de cette aventure parce que plus il y a d'abonnés, plus les algorithmes vont propulser les connaissances, puis c'est important dans ce monde de désinformation, disons. Et comme disait, vous l'avez deviné, Confucius cette semaine. Savoir que l'on sait ce que l'on sait et que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas, voilà le vrai savoir. Et d'ici là, aimez la vie, profitez de ce merveilleux ciel. La Lune est magnifique. Faites-vous-en pas pour les Perséides qui s'en viennent parce que la Lune va être cachée cette année. On va avoir un spectacle formidable. Et n'oubliez pas d'être Blue Dot parce que, comme à chaque semaine, le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos! Autopilot activated.